À toutes et à tous, bonjour et merci de préférer l'émission Prime Politique. Le tête-à-tête entre Éric Hondeté, président du Parti Les Démocrates, et le chef de l'État. Avec au menu la nomination du chef de file de l'opposition. Ensuite, le retour probable de l'ex-ministre Hervé Khékhoumé au Parlement. Et enfin, l'élection des autres membres des bureaux des commissions parlementaires. Ce sont là des principaux sujets que nous allons aborder avec un confrère. Lui, c'est Marcel Zoumenou, DP du quotidien, du journal La Nouvelle Tribune. Alors, bonjour, cher confrère. Bonjour, Antonin. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette rencontre entre le chef de l'État et le président du Parti Les Démocrates, M. Éric, l'honorable Éric Hondeté? Merci beaucoup, cher confrère. Moi, je pense que pour moi, c'est une satisfaction. J'ai été vraiment content de voir cette rencontre. Dans la mesure où moi, je fais partie de ceux qui pensent que quel que soit le degré des inimitiés entre les politiques, quel que soit le degré des contradictions, le dialogue est nécessaire pour s'entendre. Je ne partage pas l'avis de certains qui pensent que bon, c'est inutile de discuter parce que l'un des acteurs par le passé a montré quelques signes ou bien s'est montré un peu indifférent par rapport à un certain nombre de choses. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où le président de la République qui incarne aujourd'hui la majorité présidentielle et Éric Hondeté, qui est aujourd'hui le porte-flambeau de l'opposition. Par le passé, ces deux camps se sont regardés en chien de faïence et n'ont pas pu s'entendre sur un certain nombre de choses. Donc pour moi, c'est un élément important. Deuxième chose qui m'amène à dire que c'est une bonne chose, c'est que dans beaucoup de démocraties évoluées, les rencontres entre le président de la République et le chef de file de l'opposition sont même institutionnalisés. Et ça permet à ceux qui... pas encore. Non, pas du tout, c'est pas encore institutionnalisé. Ça permet à ceux qui apportent la contradiction politique, qui ne sont pas aux affaires, de dire ce qu'ils pensent de la gouvernance publique. Et dans beaucoup de pays même, leur avis, on tient compte parfois de leur avis pour prendre un certain nombre de décisions. Et donc pour moi, c'est une bonne nouvelle si cela peut permettre d'évoluer, de contribuer à la décrispation politique actuelle. Et je pense qu'il faut saluer cela. Il faut saluer cela. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, au menu de cette rencontre, il était question quand même de faire la discussion autour de la nomination du chef de file qui fait polémique depuis un certain moment. Donc, on pense que c'est plutôt le conseil électoral au niveau de la Sénat. Non, c'est plutôt l'exécutif pour ne pas dire le président de la République. Alors, quelle lecture en faites-vous? Non, à ce niveau, je crois que si on regarde les tests, c'est le chef d'État qui prend un décret dans lequel il nomme le chef de file de l'opposition. Maintenant, il se base sur un certain nombre d'informations. Lesquelles, par exemple? Que la Sénat lui apporte. La Sénat a les informations sur les chiffres des dernières élections. Et qui, bon, c'est vrai que tout le monde le connaît, mais il faut qu'on l'informe officiellement. De façon officielle, c'est qu'il voilà, que lors des dernières élections législatives, c'est tel parti politique qui a eu le plus nombre de députés dans l'opposition. Et le chef d'État prend un décret pour nommer cela. Ok. Alors, depuis cet moment, l'autre sujet qui fait polémique aussi également, c'est le retour au Parlement ou non de l'ex-ministre des Transports, M. Hervé Khékhoumé, qui aurait adressé une lettre officielle au président de l'Assemblée nationale qui fait état de ce qu'il pourra siéger désormais à l'Assemblée nationale. Alors, quelle lecture en fait? Est-ce à dire que le ministre méconnaît aussi peut-être en l'espèce au regard des analyses qui se font de part et d'autre? Oui, je crois qu'au regard des dispositions légales, le ministre Hervé Khékhoumé ne peut plus retourner au Parlement parce que... Pourquoi? Non, une lecture de cette disposition, je n'ai pas le numéro de l'article, mais l'article dit en substance que quand tu as été élu député et après ton élection comme député, tu as été appelé à des fonctions politiques au plan national ou international, tu laisses la place de député à ton suppléant. Mais quand tu finis cette mission et le mandat de député n'est pas encore fini, tu peux retourner à l'Assemblée en mettant fin à cette suppléance-là. Dans le cas d'espèce,
Et Hervé Romain Oui. était déjà ministre avant d'être nommé Bien sûr. député, avant d'être élu député, pardon. Oui. Et après, et donc démissionner. normalement, il ne se retrouve pas dans ce cas. C'est ça. S'il était député et après on l'a nommé ministre, là, on peut comprendre. Mais dans ce cas, à lui, il était déjà ministre avant d'être élu député. Et donc, normalement. Donc, on estime qu'il n'a pas été siégé, il n'avait pas siégé, j'allais dire qu'il n'avait pas siégé à l'Assemblée nationale avant de démissionner de façon officielle. Oui, bon, c'est des nuances qu'on peut chercher pour défendre quelqu'un, mais je crois qu'il faut rester dans la lettre de cette disposition légale et il ne mérite plus de retourner au Parlement. Mais maintenant, s'il y a d'autres paramètres. Donc, ça veut dire qu'il n'a plus de chance à la date de je crois bien, mais je crois qu'un citoyen a porté ce problème devant la Cour constitutionnelle. Donc, tout le monde attend. C'est que la lecture que la Cour constitutionnelle a fait, elle fera sa lecture en fonction de la loi, mais aussi en fonction d'un certain nombre de pratiques, d'autres considérations que nous, forcément, on ne maîtrise pas. Si la Cour dit demain, Hervé Romain doit rester au Parlement, il va siéger, on s'en tiendra à cela. Ok, l'autre sujet, puisqu'on est à l'Assemblée nationale, il y aura l'élection des autres membres des bureaux des commissions parlementaires. Alors, oui, je crois que ce problème avait été porté devant la Cour constitutionnelle par le parti Les Démocrates qui a... la Cour a rendu une décision un peu comme une décision du roi Salomon en coupant un peu la poire en deux en disant bon, laissez les postes de président maintenant ou les autres postes des bureaux, faites en sorte que les députés démocrates soient intégrés. Donc, je crois qu'ils vont le faire maintenant qu'il y a déjà une directive qui est tracée par la Cour. Ils vont le faire au regard de telles directives en élisant dans ces bureaux des députés de l'opposition du parti Les Démocrates. Je crois que ça ne devrait plus poser problème. L'essentiel, c'est de permettre à ce que l'Assemblée ne soit pas vue comme une Assemblée totalement dominée, totalement influencée par les deux partis de la majorité présidentielle qui ont quand même une majorité considérable, mais au moins que permettre, et c'est ça le principe de la démocratie, à la minorité d'avoir son droit sur un certain nombre de choses, d'avoir la possibilité d'opiner et d'influencer un certain nombre de décisions et de choix politiques. Ok, puisqu'on y est, l'autre sujet aussi qui défrait la chronique, c'est la cybercriminalité, dont le gouvernement se bat quand même pour limiter et réduire un peu ce fléau. C'est un peu, je dirais, en tout cas, et cette pratique qui n'honore guère notre pays, et visiblement serait même classé meilleur pays, en tout cas l'un des meilleurs pays quand même qui lutte contre cette affaire de cybercriminalité. Alors, appréciation? Non, avant de dire qu'on est meilleur pays en matière de lutte contre la cybercriminalité, il faut reconnaître qu'on est aussi l'un des meilleurs pays où la cybercriminalité s'est développée. Quand vous regardez aujourd'hui, des efforts qui se font aujourd'hui. La majorité, oui, mais on a laissé la situation pourrie. La majorité des jeunes aujourd'hui béninois, ça donne à cela. C'est ça. Et quand vous entendez les chiffres, ça fait peur. On a dit qu'on a arrêté plus de 1000. C'est alarmant, oui. Et pourtant, on a dit, mais c'est que les 1200 environ qui ont été arrêtés, c'est comme une goutte d'eau dans une bassine. C'est ça. Donc, il reste encore beaucoup d'autres jeunes qui s'adonnent à cela et qui ne sont pas... C'est plus qu'une pandémie, cette affaire, c'est ça? Oui, simplement parce qu'à un moment donné, on a fermé les yeux sur un certain nombre de choses. C'est cette situation, pour moi, c'est une des manifestations de la crise de notre société. Depuis près de 20 ans, ces jeunes sont dans nos maisons, à côté de nos maisons. Ce sont nos frères, ce sont nos cousins, ce sont peut-être nos enfants qui s'adonnent à cela. On voit un jeune qui a 20 ans, qui n'a jamais travaillé, qui roule dans un véhicule de 10 millions. Personne ne s'est étonné. Et au contraire même, ils étaient devenus à un certain moment des modèles dans la société. Et brutalement, il a fallu que le gouvernement décide de réprimer cela, qu'on se rende compte que cette activité-là était une c'était plus qu'une pandémie. Oui, c'est ça. Donc je crois que nous tous, nous sommes un peu responsables. Personne n'a jamais dénoncé cela. Tout le monde en fait avec. Moi qui suis ici, j'en ai dans ma famille. Je le dis honnêtement. Pourquoi c'est maintenant cette lutte, c'est ça? Oui, mais la décision publique, la prise d'une décision publique arrive toujours à un moment donné. Donc, c'est le moment, tout ce que j'avais. Voilà, le gouvernement peut-être se dit qu'il réunit maintenant tous les éléments
pour commencer la lutte. C'est ça. Et donc, pour moi, ce n'est pas le moment où la lutte a commencé. Mais comment on va faire aujourd'hui pour éradiquer un fléau qui est en train de faire étiqueter le Bénin négativement à l'extérieur? Aujourd'hui, tu ne peux plus faire aucune affaire sérieuse avec des structures à l'extérieur parce que les gens doutent de vous en croyant que vous êtes un cyber-escroc. Et donc, pour moi, cette lutte est bienvenue. Sérieusement pour ça, c'est l'image quand même. Tout à fait. Mais là où il y a le problème, c'est que moi, je me pose la question, est-ce que c'est le fait de les arrêter, de les condamner à des peines lourdes, 5 ans, 10 ans, 15 ans, même 20 ans pour certains, c'est ça qui règle le problème. C'est à ce niveau-là qu'on doit mener le débat. D'une manière ou d'une autre, ça dissuade. D'une manière ou d'une autre, ça. Oui, c'est dissuadé. Il y a la psychose qui est là. Oui, je suis d'accord, ça va dissuader, mais vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup ont fui le pays. Ils sont installés dans des pays limitrophes, le Nigeria et surtout le Togo. Oui, vous ne voyez pas l'aspect économique qui peut avoir l'impact économique. Les mêmes activités. Et donc, on ne éradique pas, on a peut-être déplacé le problème. Et là où moi, je me pose assez de questions, quand peut-être ces jeunes qui sont condamnés vont finir leur peine, ils vont sortir des prisons, voilà qu'ils n'ont pas appris à faire quelque chose, ils vont devenir quoi dans nos sociétés? Ceux qui ont fui aujourd'hui parce qu'on est en train de les arrêter, qui sont allés s'installer à Lomé ou au Nigeria ou en même à l'intérieur du pays. Quand ça va se calmer, peut-être qu'ils vont revenir. Voilà qu'ils n'ont pas appris à faire quelque chose. Voilà que les boulots qui existent ne sont pas des boulots à leur taille. C'est ça. Parce que c'est des jeunes qui ont une train de vie énorme. Ils ne peuvent pas faire un travail. Voilà, ils ne peuvent pas faire un travail pour gagner 80 000, 100 000. C'est ce qu'eux, ils dépensent en une journée. Ça. Minimum, bien sûr pour d'autres. Voilà. Il faut réfléchir à toutes ces choses-là. Vous me posez une question en demandant, mais quel est l'impact économique? Mais nous vivons déjà l'impact économique. Sautez dans Cotonou. Moi, à la limite, je me disais que c'était les gars même qui tenaient le pays. C'est ça. Comment ça? Oui, mais regardez, on vit déjà ça. Regardez aujourd'hui. Vous voulez dire que l'informel. Non, l'argent aujourd'hui qui tourne, qui est injecté dans l'économie, qui tourne dans Cotonou, qui tourne dans le pays en majorité, c'est l'argent des Gaïmans. C'est ça. Vous les voyez, c'est eux qui alimentent les buvettes. Tout ce qui est l'industrie du plaisir, les boîtes de nuit, les bars climatisés, les spectacles, les stars qui viennent ici, où on paye des tickets de 50 000, c'est eux, les artistes, c'est eux qui financent. Quelle statistique je suis dans le pays, je vis ça, je vis ça. Et donc, regardez tous ces secteurs qui sont déjà touchés. Les conducteurs de taxi moto vont être impactés parce qu'à un moment donné, ils financent, excusez-moi, les jeunes filles que nous voyons tout le temps avec des portables chers sur les taxis moto avec des mèches jusqu'aux genoux. Un ou deux enfants et sans mari. Ils sont financés en majorité par ces messieurs. Donc, regardez tout ce monde-là qui sera atteint. Moi, j'ai l'ami, la femme d'un ami qui me disait qu'il tient une boutique de vente de tissus, qui m'a dit que quand la lutte a commencé, ses chiffres d'affaires journaliers sont passés de 300 400 000 à 20 000, 25 000. C'est pas vrai. Donc, c'est eux qui font la petite économie. Et donc, les réprimer cette lutte, c'est vrai, moi, je n'encourage pas, je ne vois aucun élément pour concéder une faveur à ces jeunes. Mais au même moment, je dis, il faut réfléchir à la formule. Est-ce que le fait de les jeter en prison qui règle le problème? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut trouver une autre formule pour gérer cette situation. Mais la crise économique, les difficultés économiques liées au fait de réprimer cette activité illégale sont déjà là et nous le vivons tous. Les difficultés sont là, nous le vivons tous. Merci beaucoup à toi, cher ami. Merci beaucoup. Et Marcel, je ne sais pas si vous avez un mot à placer pour mettre un terme à cette émission. Non, une dernière chose à dire, c'est de croire qu'aujourd'hui au Bénin, le chef d'État a fait un effort d'ouverture et il doit continuer dans cet effort. Et on doit l'encourager à continuer cela. Important, et je crois que le dialogue est important aujourd'hui avec tout ce qu'on a vécu depuis 2019 jusqu'à ces jours dans notre pays. C'était beau. Il faut travailler. Voilà, c'est joli à voir. C'est beaucoup critiquent. Ceux qui quittent que c'est du folklore, que du kermesse, tout ça là. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une autre solution pour régler nos problèmes que le dialogue. On ne peut pas prendre les armes aujourd'hui pour dire bon, on n'est pas d'accord, il faut prendre les armes pour compléter. Je crois qu'il faut aller discuter, trouver les solutions à nos problèmes. Et moi, j'encourage cela. Je souhaite que ça continue et que les acteurs politiques continuent à dialoguer entre eux pour régler les problèmes politiques qu'eux-mêmes ont créés.
Merci beaucoup à vous. Ce sera donc tout pour ce numéro. Rendez-vous très prochainement pour une autre émission de Prime Politique en compagnie de DCC Communication. Merci.